Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Éric Morena. Nu sous le ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent en chœur. Les crevettes, crient olé, 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 au bon bateau. Et tout moqué sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des Bonjour. Tout le monde en a parlé à retrouver Éric Morena, l'Hidalgo est toujours chanteur. Et où se produit-il? Sur les terrasses de café, au supermarché, devant ses amis, et même au téléphone. Il habite sur les bords de Marne, mais c'est à Liège en Belgique que nous l'avons retrouvé où il enregistre son nouvel album. Dans cette lumière divine tamisée par la nuit, on vivait dans un film d'un certain Fellini. Et il pleut sur Roma comme il pleut dans mon cœur. Alors, elle est comment cette chanson, Éric? Très belle chanson. Par rapport à monsieur de son envergure, je dis que c'est un homme très modeste et très humble. Oui, il est très bien. Depuis le succès du bateau, si la carrière d'Éric a pris un peu l'eau, le chanteur a conservé ses deux principales qualités, humilité et modestie. C'était à toi de m'ouvrir, hein. Humilité. Faire mieux que le bateau, c'est pas possible, il y en a qui ont essayé, hein. Modestie. Très belle chanson. Aujourd'hui, Éric, l'ancien missionnaire d'Afrique, est à nouveau sur les routes. Un de ses amis organise une manifestation. Eh bien, aujourd'hui, nous allons à Liège, évidemment, dans le plus grand centre de la ville, où se déroule la semaine italienne. Là, il y a plein d'amis qui nous attendent, avec des dégustations, c'est la fête, des belles femmes, enfin, et tutti quanti. Un centre culturel? Pas vraiment. Le centre commercial. Entre la mozzarella et le jambon de Parme, Éric Morena est le roi de la fête. Vous êtes en direct sur Radio Italia. Mais c'est un honneur pour moi. Allez. Et en plus, j'ai un faible. L'Italie, c'est ma seconde patrie. Est-ce qu'on le reconnaît encore? Et vous l'avez passé en discothèque? Pas sûr. Oui, à l'époque, oui. En bon VRP, Éric vérifie où son nouvel album sera placé. En tête de gondole? Alors, notre album sera donc non seulement ici dans les rayons, mais aussi Honnêtement, en tête de banc. Honnêtement, il est Un vrai succès cette fête italienne. Éric n'a pas changé de voix, toujours le fils spirituel de Dario Moreno et Luis Mariano. Ça lui coule dans le sang et continue de lui titiller la corde vocale. Oh mon bateau, oh mon bateau,
Et maintenant, la lumière se rallume sur Éric Morena. Éric, bonsoir. Bonsoir Thierry. Éric, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Vous êtes né à Saint-Omer en 1951. Vos grands-parents tenaient le plus grand cinéma de Saint-Omer. C'est ce qui vous a donné le goût du spectacle. Certainement. Alors, vous passez votre adolescence à Lille. Vous êtes un vrai ch'ti, hein. Vous parlez le patois local? Je le comprends très bien. Vous le parlez pas? Disons que pour le métier, j'ai évité de continuer à le pratiquer, parce que, bon, ne pas ressembler trop à Lynn Renault. Alors, votre père était employé du Crédit du Nord. Absolument. Et votre mère était démonstratrice au Printemps de Lille. Elle faisait quoi comme démonstration? Elle travaillait dans une maison, je ne veux pas citer la marque, mais très célèbre, dont on parle beaucoup actuellement. De parfum? L'Oréal. Ah oui. Ouais. Alors, après un stage au centre apostolique, vous êtes tenté par la vie de missionnaire. Vous aviez la foi à ce point? J'avais la foi, j'ai toujours la foi. Ouais. Et je l'aurai toujours. C'est une chose qui me force à continuer à vivre, c'est la foi. Alors en 1970, vous entrez au grand séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux et vous songez à vous engager définitivement dans une congrégation qui s'appelle les Pères Spiritains. Quelles sont les règles chez les Spiritains? La pauvreté, Ouais. la chasteté et l'humilité. Ouais. C'est dur. Je sais, c'est en plein paradoxe, Ouais. mais c'est très applicable Oui. quand on vit au sein de la communauté. Oui, oui. Alors vous partez 2 ans en Centrafrique, mais là vous avez une crise de la vocation. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en Afrique, je me dis, mais pourquoi, Éric, et de quel droit veux-tu imposer ta religion à des Africains qui finalement sont très sympas, sont très humains, qui n'ont rien demandé surtout. mais qui n'ont rien demandé. Voilà. Pourquoi leur imposer une loi? Donc, j'ai une crise, si vous voulez, je joue toujours sur ce jeu de mots, une crise de foi, mais non pas dans ma foi personnelle, mais dans l'Église. Alors vous rentrez, au début des années 80, vous vous installez à Paris, vous faites des petits boulots, vous êtes gardien de nuit, et puis vous vivez avec une femme qui s'appelle Patricia, qui est follement amoureuse de vous. Vous êtes plutôt attiré par les garçons, mais vous avez avec elle une relation platonique, disons, et vous vous êtes marié civilement avec Patricia. Absolument, d'ailleurs Patricia fait partie de ma vie. Aujourd'hui encore. Absolument, on s'aime beaucoup, et notre seul regret c'est de ne pas avoir eu d'enfant. Voilà. Alors, question garçon, vous passez à l'acte avec Antoine, donc, qui est un barman dans un cabaret de travestis. On est loin du séminaire, là, quand même. Hein. Oui. Ouais. Vous avez le goût du paradoxe, Éric. Il y a les robes. Il y a des robes, c'est vrai. Alors, vous vous installez à Enghien, et là, c'est le grand amour avec Antoine qui va durer 14 ans. Oui. Alors Antoine, il est formidable pour vous, il croit beaucoup à votre talent, il vous pousse à vous inscrire dans une association de chanteurs amateurs qui fournit les maisons de retraite, donc vous partez chanter en métro un peu partout, il vous pousse à prendre des cours de chant, enfin, c'est quelqu'un qui a été extrêmement bénéfique au départ. Antoine, il me lance, il me donne le courage, parce que je suis quand même découragé. Et il me dit, fais ceci, fais cela. Alors en 1986, Antoine vous finance une cassette démo et vous commencez la tournée des maisons de disques avec cette cassette. Et c'est comme ça que vous enregistrez Au Bon Bateau. Oui. Qui a écrit cette chanson? C'est Alexandre Desplat, qui est devenu quelqu'un, qu'on va plus présenter. Cette chanson me tombe dessus comme ça. Elle est présentée par Jean-Patrick Tesser. Et il me dit, si tu es prêt à jouer le jeu, eh bien, si tu es prêt à jouer le personnage extravagant, ce que je ne suis pas. Je suis quelqu'un, quand même, à cette époque, de très réservé. Je sors du séminaire, voilà. Et on me demande de faire le... Dario Moreno. Pire que Dario Moreno. Si bien qu'à un moment, je perds même je perds le contrôle du personnage. Que même mon producteur me dit, t'en fais de trop. Alors, cette chanson a un succès fou, un succès immédiat. Il y a la mélodie, évidemment, qui est excellente. Il y a votre look. Et puis, il y a le clip aussi. Sans le clip, la chanson n'aurait pas existé. Et surtout, alors là, je tiens à le dire quand même, sans vous, sans les médias. Parce que c'est quand même visuel, avant tout. Hein? Alors, vous vous retrouvez rapidement au top. Le single se vend à 1 million d'exemplaires. C'est quand même énorme. Ça a duré combien de temps? Le succès est arrivé très vite, non? Le bateau sort en février 87.
Et je suis nominé aux Victoires de la musique. Je fais l'Olympia fin février 87. Le clip est récompensé au Lion d'Argent au Festival de Cannes. Enfin, tout va très très vite. Comme m'a dit le producteur de l'époque, comme un paquet de lessive. Oui, ça a été... Voilà. Vos relations avec les médias étaient bonnes en plus à l'époque, il n'y avait pas de soucis, très apprécié. Jamais eu de problème avec les médias. C'est la télé qui m'a fait. Ouais. Faut pas l'oublier. Hein. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? Oui, j'en ai brûlé beaucoup. Le meilleur moment de cette époque, ça a été quoi, Eric? L'Olympia. Ouais. Chanter à l'Olympia. Ouais. Dans l'ancienne Olympia. Hein. Et le pire moment de cette époque, ça a été quoi? Quand on commence à me demander après le bateau de faire n'importe quoi. Le succès du bateau, les ayant gonflés, ils ont voulu faire plus. Ouais. Et finalement, le résultat, j'ai fait des daubes à la suite. Alors à l'époque, vous menez grand train avec tous les excès qui vont avec. Quoi. Vous avez ça comporte. Grand appartement, belle voiture, les garçons à tout va. Et votre couple avec Antoine se disloque un petit peu à ce moment-là, non? C'est là. Vous vivez toujours ensemble, mais vous sortez séparément, quoi. C'est ça. C'est tout le bien que m'a fait Antoine, en réalité. Autant moi je monte, autant lui descend. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a le mur de la solitude qui nous sépare. Alors là, vous sortez quelques 45 tours dans la veine du bateau, évidemment. Je suis le torero de l'amour, Ramon et Pedro. Ça marche honorablement, mais ça n'est pas le succès du bateau, quoi. Ouais. Non, il n'y a pas la magie. C'est pas le bateau. C'est le même compositeur, mais voilà. Il n'y a pas de recette pour un tube. C'est là que vous tombez amoureux de Denis? Oui. Alors là, Antoine sombre dans la dépression, il se met à picoler et faire des excès sexuels. Oui. Et vous apprendrez bientôt qu'il est malade du sida. C'est là. C'est là. Alors c'est là que c'est ma période la plus noire, parce que je me culpabilise. Je me culpabilise encore, d'ailleurs à ce jour, parce que si j'avais eu un peu plus de plomb dans la tête, Antoine ne se serait pas égaré vers des voies vers lesquelles il n'était pas destiné. Et malheureusement, il tombe malade, gravement. Et à cette époque, le sida est foudroyant. On perd beaucoup de copains. Hein. Il fait partie de la génération qu'on en dit sacrifiée. Bien sûr. Et je l'hospitalise chez moi. Et je m'occupe de lui. Et là, je me retire. Et je m'occupe de lui jusqu'à la fin. Vous survivez avec des galas de province, avec des animations de boîte de nuit, quoi, pour faire tourner la boutique. Oui, et je n'ai pas du tout envie de chanter d'ailleurs à cette époque. Ce qui est terrible, c'est que j'ai remarqué que les amis qu'on a à l'époque vous laissent tomber. Parce qu'à l'époque, ils disaient « Ah, il y a le sida chez Morena ». C'était encore tabou à l'époque. Et c'est là que pour promouvoir l'idée du Pax, c'est-à-dire ça part d'une bonne idée au départ, vous vous prêtez à un simulacre de mariage, un mariage gay, béni par un prêtre, et vous épousez Denis devant toutes les caméras du pays, quoi. Mais ça, c'est une histoire de fou, ça. J'ai fait ça, pourquoi pas. Ouais. Hein, de toute façon, j'étais un peu comme Coluche et Le Luron qui s'étaient mariés, quoi. C'était un gars. C'était n'importe quoi. Ça voulait plus rien dire. Ça a fait de la peine à Antoine, j'imagine. Antoine n'était plus lui-même. Le sida avait déjà attaqué une partie de son cerveau, c'était devenu un bébé. Oui, il ne s'en rendait pas compte. Non, il me disait simplement « Ah, maman, qu'est-ce qu'elle va dire ?» Oui. Alors, lorsqu'Antoine meurt, vous entrez évidemment dans une longue période de dépression. Et là, vous pensez à vous retirer au monastère, c'est-à-dire à retrouver finalement ce qu'avait été votre vie d'une époque. Quand je rentre dans la chambre de l'hôpital Bichat, cette chambre vide, mais son visage reposé. Ouais. Plus de souffrance. Ça, c'est extraordinaire. Tout s'est effacé. Son visage est même rose comme un enfant. Ouais. Et je ressens cette paix, cette sérénité. Je dis, ça y est, il a enfin la sérénité. Mais moi, je ne l'ai pas. Ouais. Moi, je n'ai pas la sérénité. Et c'est là que je pense vraiment à me retirer, à arrêter tout. Voilà. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait, Eric? Parce que j'aime chanter. Ouais. Oui, vous voulez chanter du lyrique en plus, vous avez toujours... J'aime chanter. Vous voulez être Scarpia. Oui, mais c'est ça. Ma véritable raison de vivre, finalement, quand je fais mon examen de conscience. Qu'est-ce que tu aimes, Eric, dans la vie? Mais c'est chanter. Le public, le contact avec le public. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque du bateau Non. Non, pas du tout. Je suis très content d'avoir fait le bateau, mais le bateau est un piège. Parce que c'est à la fois un cadeau, une grâce, et c'est à la fois un piège, parce qu'on vous colle une étiquette sur le front. Mon intelligence à moi, la finesse que je dois avoir dans l'avenir, et ce que je vais faire et ce que je prépare, c'est de préparer le public, parce que j'ai une bonne connivence avec le public.
c'est de préparer les gens à aller vers une autre voie, à me remettre en danger et à ne pas m'installer dans un succès déjà acquis. Voilà. Vous êtes rancunier par rapport à certaines personnes de l'époque? Non, pas du tout. Il y a simplement une chose que je pourrais dire qui pourrait peut-être aider les jeunes d'aujourd'hui. J'en ai retiré une seule chose. C'est que votre plus proche ami peut être votre plus proche ennemi. Ça, c'est une certitude. Si c'était à refaire, Eric, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je ne referai pas le bateau. Je ne referai pas le bateau, je parle avec mon cœur. Pour simplement pouvoir chanter ce que j'ai envie de chanter. Du lyrique, de l'opéra. Absolument. Et devenir Scarpia sur scène. Oui, et puis des belles choses. Ouais. Parce que j'étais très malheureux pendant 24 ans à ce qu'on ne me propose que des gaudrioles, finalement. Et quelquefois, bon, voilà, c'est tout. Je suis sincère. Aujourd'hui, vous avez des projets dans le lyrique? Oui. Ouais. J'ai un album qui est en boîte, qui va sortir. Et... Voilà. Il y aura une grande surprise. Quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe comme épitaphe? Il y en a une qui me plaît. Elle n'est pas de moi. Enfin, je suis devant toi. Merci, Eric. J'ai été heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci, Thierry. J'accueille Kofi Yamyan. Kofi Yamyan est aujourd'hui ingénieur à la direction départementale de l'équipement à Quimper, où il suit la construction des ouvrages d'art et des ponts du plan routier breton. Arrivé du Togo en France comme étudiant en 64, il est sans doute 25 ans plus tard le premier maire de la génération immigrée. Quand j'ai su que j'étais le premier, là, c'était encore pire que tout. Kofi ne manque pas d'idées pour animer sa commune d'adoption. Pour lui, l'important c'est de se rencontrer pour se comprendre. De ce point de vue-là, il n'y a aucun problème entre lui et les agriculteurs de Saint-Couli. Et je pouvais difficilement imaginer qu'une commune rurale comme Saint-Couli pouvait apporter comme ça, m'apporter à moi, l'étranger africain, une telle confiance. Tout le monde en a parlé à retrouver Kofi Yamyan. Il vit aujourd'hui au Togo, mais revient régulièrement en vacances avec sa femme dans sa maison de Saint-Couli. Bonjour, bienvenue en Bretagne. Dikemermad, comme on dit en langue bretonne. Un temps secrétaire d'État à l'intégration, Kofi Yamyan aime se mettre au vert avec une prédilection pour la cueillette des champignons. Quand je viens ici à Saint-Couli, c'est plutôt repos. J'essaie de me déconnecter. J'adore aller aux champignons parce que dans cette région, les champignons poussent assez bien. Et j'ai mes coins, évidemment, pour aller chercher des champignons que je n'indique pas aux autres. C'est ça, là, le secret des chercheurs de champignons. Chez Kofi, c'est black and white, jusque dans son poulailler. Voilà mes petites copines là qui sortent, vous voyez. Bien qu'il soit à la retraite aujourd'hui, Kofi Yamyan reste un homme de conviction. Les vraies pommes biologiques, c'est ça. La vraie biologique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a presque la moitié qui est pourrie dans l'arbre. Ils ne sont pas toujours très beaux, parce que si je mets ça au marché, personne n'achète. En 1989, année du bicentenaire de la Révolution française, Kofi Yamyan est élu maire de Saint-Couli. Il devient ainsi le premier noir à accéder à cette fonction publique, non sans déclencher la polémique. Chaque habitant ayant son nom dans l'annuaire a reçu des lettres d'injures. C'était... il faut être breton, ivrogne, attardé, pour n'avoir trouvé qu'un nègre à mettre dans votre mairie. Mais à côté de ça, on a reçu tellement de lettres, tellement belles, que rien que pour eux, il fallait que je reste. Anne-Marie, sa femme, a vécu cette aventure à ses côtés. Je connais Kofi depuis 1966. On ne s'est pratiquement jamais quittés depuis qu'on s'est rencontrés. Ce qui m'a plu chez lui, c'est bien sûr sa grande humanité, beaucoup de douceur et de, peut-être, je dirais, une part féminine qui me mettait très à l'aise. Pour autant, l'élection de Kofi reste un traumatisme. Cet aspect-là de la société, avec sa part de raciste, ça a été, oui, très très dur, puisque j'en ai même eu des séquelles physiques, hein, si j'ose dire, des problèmes de santé. Mais Kofi le socialiste devient un symbole en France, celui de l'intégration réussie.
Là, on va à la mairie de Saint-Coulis, là où tout a commencé. Je garde des liens très forts avec la municipalité de Saint-Coulis. Aujourd'hui, Kofi a des ambitions politiques au Togo, mais il garde un œil sur l'administration de sa commune, dont il a été maire pendant 12 ans. De temps en temps, il me pose des questions sur les habitants de Saint-Coulis, comment ça se passe. Pour Kofi, la Bretagne, sa terre d'adoption, est aussi sacrée que le Togo, sa terre natale. Et le maire, redevenu citoyen, retrouve avec plaisir ses anciens administrés. C'est vrai. Ah, madame! Oh, c'est pas vrai, ça! Putain! Oh là 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 là! Tu donnes le bonjour à Jean-Yves? Et puis on va, parce que je suis là encore quelques jours. Je crois qu'il représente l'engagement, la fidélité, l'intégration, un homme de cœur et d'écoute. Voilà. La loyauté, je crois aussi beaucoup. Un démocrate. Aujourd'hui, direction Guingamp. Kofi est invité à l'exposition de l'artiste togolais Paul Ayi, créateur du drapeau du Togo. Un événement important pour Kofi, qui aurait souhaité devenir un président togolais et qui désormais s'applique à créer une passerelle entre la Bretagne et le Togo. Et maintenant, la lumière se rallume sur Kofi Yamian. Bonsoir, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Alors Kofi, vous êtes né en 1945, c'est tout ce qu'on sait, puisqu'à l'époque, les actes civils n'existaient pas au Togo. Il fallait simplement 3 témoins qui faisaient un acte de notoriété. Le vôtre a été signé 3 ans après votre naissance, en 1948, mais il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois indiqué. Mais au Togo, quand on ne sait pas préciser, on met 31 décembre. Alors plus tard, l'administration française décidera du 11 octobre 1945. Donc au Togo, vous êtes né le 31 décembre 1945, et en France, le 11 octobre 1945. Voilà. Alors, vous êtes né en 1945, à Bandjeni, au Togo, dans une famille de métallurgistes qui transformaient en fer le minerai de la montagne de Bandjeni, depuis des générations. Mes aïeux étaient métallurgistes, mes grands-parents, mes parents, tout le monde était métallurgiste. Tout le monde travaillait à ça. Et vous auriez dû être métallurgiste à Bandjeni. Comme j'ai fait l'école des mines, je suis... Oui. Alors, enfant, vous êtes repéré par un missionnaire blanc qui veut vous emmener dans son école à 40 km de chez vous. Il vous trouve l'air intelligent. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Même aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir l'air intelligent. L'air intelligent. Vous étiez au milieu d'une marmaille de garçons comme ça, et il dit, c'est vous qui venez. Sans doute que je devais faire mon chef. Hein. Oui. Voilà, donc voilà, il m'a repéré, il m'a amené à l'école. Et voilà. Alors, méfiant quand même, votre père vous amène au bord de la rivière avec un poulet, et il jette le poulet dans l'eau, et le crocodile accepte l'offrande. Oui, c'est très important le crocodile dans la civilisation bassare, parce que c'est l'animal totem de toute l'ethnie. C'est celui, on raconte que le premier bassard était en train de se noyer, le crocodile le prend par la peau du dos, le fait traverser, le pose de l'autre côté. Et chaque fois qu'il y a une décision très importante à prendre, on va consulter le crocodile qui a donné son accord pour que j'aille à l'école. Voilà. Il a mangé le poulet et vous allez à l'école des Blancs, comme on disait. Absolument. Voilà. Donc là, vous passez de l'animisme au christianisme, en fait. Tout à fait. Comme un sacré choc. Oui, je suis baptisé par le père Dauphin, qui m'a amené à l'école et qui m'a appris le Christ. Voilà. Parmi tous les fétiches de ma tribu. Oui. Et vous avez gardé quelque chose d'animiste en vous ou... Ah oui, je suis comme tous les Togolais, on est chrétien, musulman, protestant dans la journée, le soir tout le monde est animiste. Alors, 4 ans plus tard, vous partez au collège des missionnaires à Lomé, la capitale du Togo, faites de brillantes études, et en 64, vous passez le bac, ensuite maths sup à Brest, et l'école des mines à Nancy. C'est cela. C'est extraordinaire. Mon père m'a appris à faire le feu avec le silex. Je sais encore faire ce geste-là. Et puis, 30 ans après, j'ai participé à l'école des mines à la mise au point des premiers lasers pour faire le feu. En 30 ans, j'ai parcouru... Parce que l'humanité a mis des siècles ou des millénaires. Absolument. Absolument. Alors, votre arrivée en France, quand même, c'était un peu un calvaire, non? D'abord, il pleuvait. Il pleuvait, il faisait froid. Il faisait 16 degrés. Mais encore aujourd'hui, quand dans ma voiture, je vois annoncer 16 degrés, j'ai la chair de poule. Tellement c'est ancré en moi, j'ai eu très froid. Vous avez souffert du racisme en France?
J'étais à l'école des mines, dans le métro, qui est bondé. Je vois une vieille dame qui est debout. Je vois que ça sert de plus en plus. Je me lève, je vais la chercher. Je dis, madame, voilà, moi, je suis jeune, vous pouvez vous asseoir à ma place. Elle m'a dit, monsieur, moi, je ne m'assoirai jamais dans un fauteuil chauffé par un cul de nègre. J'ai dit, bon, bah écoutez, continuez debout, je me suis rassis, voilà. Ça, c'est des choses qui sont... Vous en êtes arrivé plein comme ça? Ah oui, oui, il y en a plein, oui. Il y en a plein comme ça. Alors, heureusement, vous rencontrez Anne-Marie, qui est prof, vous mariez avec elle, donc ça vous aide un peu à vivre quand même. Tout à fait, oui. Pour la première fois, j'entre dans une famille française, une famille blanche. Ça aussi, c'est important. Parce que chez moi, au Togo, les Blancs ne font rien. Ils ont un boy pour faire à manger, un autre pour s'occuper des enfants, un autre pour faire le jardin, un autre pour conduire la voiture, un autre pour balayer, etc. Et moi, j'entre dans une famille, je vois la mère qui fait à manger, le père qui sert, etc. C'est la première fois que ça m'arrivait. Ils ont été sympas avec vous? Oui, très sympa. Oui, très sympa. Alors, en 1973, vous devenez ingénieur à la DDE, la direction départementale de l'équipement. Vous faites des routes, hein, le réseau routier breton, les 4 voies. Et en 1975, vous devenez français. En 1983, vous adhérez au Parti socialiste. Alors c'est là que 2 paysans de Saint-Coulis viennent vous chercher pour que vous vous présentiez comme maire du village. Alors ça a l'air incroyable, mais ils disent il est noir, mais il est de chez nous, quoi. Et puis quand j'ai été élu, pour les gens de Saint-Coulis, c'était normal, quoi. Mais pour la presse, pour vos collègues, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai compris après, j'ai compris. Vous deviendrez donc en 89 le premier maire noir de France, quoi. Et il n'y a pas d'autre exemple, malheureusement. Vous inventez le Conseil des sages. Alors ça, c'est formidable parce que vos parents ne comprennent pas comment quelqu'un d'aussi jeune que vous puissiez être le chef du village. C'est ça. Donc ils vous disent, tu devrais faire un conseil. Et vous le faites. On dit, est-ce qu'il y a des personnes âgées là où tu es chef? Je dis oui. Ou bien tu leur cèdes la chefferie, tu es trop jeune, ou bien tu les fais venir pour t'aider parce que tu n'es pas né de là, tu ne connais pas les ficelles, les non-dits, ce qui est vrai. Et donc j'ai demandé aux plus anciens de désigner 9 personnes, ce qu'ils ont fait, qui étaient autour de moi pour m'expliquer, me conseiller. Voilà. Vous pensez qu'aujourd'hui, Kofi, c'est plus possible? Non, je pense très honnêtement qu'un Kofi Yamnian aujourd'hui en France, c'est impossible. La France s'est recroquevillée sur elle-même. La politique d'immigration est devenue très très dure. C'est ça qu'il faut expliquer aux Français. Les Français croient que c'est facile parce qu'on leur dit ça. Ce n'est pas facile de devenir Français, hein. Je suis persuadé qu'on dirait aux Français moyens, nés franco-français du Pont-Durand, de passer toutes les escarmouches que nous, étrangers, on passe pour devenir Français, plus d'un échouerait. Hein. Voilà. Vous pensez que Le Pen a gagné, finalement? Il a gagné, idéologiquement, il a gagné, oui. Aujourd'hui, l'immigration, c'est la violence, c'est l'immigration. Voilà. Tout ça, c'est assimilé. On ne voit pas un immigré qui ne soit pas violent, et dès qu'il y a une violence, on dit c'est un immigré. Donc en 1991, vous devenez secrétaire d'État dans le gouvernement d'Édith Cresson, puis en 92 dans celui de Pierre Bérégovoy. Donc vous devenez célèbre. En 89, lorsque je suis élu maire, les médias sont arrivés à Saint-Coulis. Et les journalistes français ont expliqué au monde, voilà la France que nous voulons. C'était quand même le bicentenaire de... La Révolution. Pas tant de la Révolution d'ailleurs, mais de la Déclaration des droits de l'homme. Et là, les Français ont dit, voilà, c'est pas Le Pen qu'on veut, c'est celui-là. Et donc, forcément, ça a fait le tour du monde. Vous étiez le Obama de l'époque. Absolument, oui, oui. Vrai, Obama avant l'heure. Avant l'heure. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage, par exemple vos parents au Togo, quand ils ont su que vous étiez ministre, quand même, c'est extraordinaire. Mes parents, en réalité, n'ont pas bien compris. C'était trop haut pour eux. Ils ne comprenaient pas. Déjà, d'être allé à l'école, de savoir déchiffrer un bout de papier que je ramasse par terre, c'est déjà extraordinaire. Alors, quand j'ai passé le baccalauréat, je suis parti. Il est ingénieur, ça c'est quoi ça? Il est chef du village, c'est quoi? Il est ministre. Chez les Blancs, c'est extraordinaire. Non, mais ils ne comprennent pas. Mais ils étaient fiers quand même. Ah, ils étaient très fiers, bien sûr. Surtout lorsque
les Togolais les plus instruits allaient chez eux pour leur dire, vous savez que votre fils... c'est une huile. Ouais, c'est lieu. C'est une huile chez les Blancs. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Mais il s'était bien débrouillé, le père Dauphin, finalement. Il avait eu du nez. Il l'avait vu juste. Il l'avait vu juste. Il l'avait vu juste. Bah ouais. Quel était le meilleur moment de cette époque, Kofi? Lorsque j'ai eu ce coup de téléphone pour dire, voilà, vous avez fait des choses extraordinaires dans votre conseil municipal, dans votre village, je vous demande de venir le faire pour toute la France. Ah oui. Alors, évidemment, c'est une espèce de vertige. Hein. Bah oui. J'imagine que quand on tombe d'un immeuble très haut et qu'on sait qu'on va mourir, c'est un peu ça, quoi. On voit toute la vie défiler. Et puis j'ai vu toute ma vie défiler le petit garçon ventre nu dans la poussière de la territe, le petit garçon, le crocodile, enfin tout. Voilà. Ça a été ça le plus extraordinaire. Le crocodile a eu du nez aussi. Ah oui. Il n'y a pas que le père Dauphin. Ah oui, mais oui, le crocodile a eu du nez aussi. Oui, sans doute, finalement. Oui. Le pire moment de cette époque, ça a été quoi? Le pire moment, c'est lorsque je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas les manettes. Ah ouais. J'avais des choses à faire. J'avais conscience de la difficulté. Je comprenais ce que vivaient les jeunes dans les banlieues. Je comprenais ce que vivaient les adultes qui vivaient à côté de ces jeunes. Et que les deux ne se comprenaient pas toujours. Je voyais bien ce qu'il fallait faire, mais je n'avais pas les moyens, je n'avais pas le levier. Je suis au gouvernement, j'ai cherché le pouvoir pendant 2 ans. Je n'ai jamais vu où il était. En fait, vous aviez été pris un peu comme ça pour l'image, pour la communication. J'ai eu conscience quand même d'être l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Ça s'est terminé dans des conditions un peu catastrophiques, puisque en 1993, les Français nous ont remerciés, nous les socialistes. Ça a été une période très dure. On est revenu aux affaires que en 1997. Et puis je suis retourné, j'étais content de retourner dans mon village, j'étais content de retourner à Saint-Coulis, et j'ai repris mon travail à la DDE, Direction départementale d'équipement, et puis à la mairie de Saint-Coulis, voilà. Alors, ensuite, vous renouez avec le Togo, mais lorsque vous voulez vous présenter à l'élection présidentielle, le pouvoir togolais rejette votre candidature, justement pour ce problème de date de naissance imprécise. Hein. Tout à fait. Alors que c'est pour tout le monde la même chose. Hein. Je veux dire que Eyadema, qui a conduit le Togo pendant 38 ans, ne savait ni le jour, ni le mois, ni l'année de sa naissance. Ça n'a dérangé personne. Il a gouverné pendant 38 ans. Alors, vous comprenez que ce n'était pas ça la raison. Non. Vous êtes déçu par l'Afrique depuis les indépendances? Oui. Oui. Je suis déçu parce que moi, je ne suis pas un tout jeune. J'ai connu la période coloniale. Je suis entré à l'école en 1953. J'ai connu la période de 53 à 60. C'était la période coloniale. L'école était gratuite. On fournissait l'encre, le papier, le buvard, la règle, le crayon, la plume sergent-major, etc. On fournissait tout. On vaccinait les gens. On était... Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Donc, je me dis, c'est pas moi qui le dis, mais c'est que lorsque je vais dans mon village, à Bangéli, que je rencontre des plus vieux que moi, ils finissent par dire, mais Kofi, finalement, c'était mieux du temps des Blancs. Terrible. Ce n'est pas... Ça, c'est un aveu d'échec extraordinaire. Terrible. Extraordinaire. Terrible. 50 ans après, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette indépendance? C'est dû à la corruption? C'est la corruption, oui, bien sûr. Tout le monde est corrompu, du haut en bas de l'échelle. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Connaissant maintenant comment les rouages de l'État, je n'accepterai plus d'être secrétaire d'État chargé de l'intégration. Moi, j'ai des compétences d'ingénieur. J'accepterai d'être secrétaire d'État ou ministre d'un poste technique dans lequel je peux démontrer qu'un noir peut être ministre sur un thème très technique parce qu'il a les connaissances. Oui, vous mettre à l'intégration... Non, je la porte sur ma peau, ça va. Alors, le jour où vous mourrez, j'espère le plus tard possible. Ça va arriver. Oui, ça va arriver. Vous voudrez qu'on marque quoi sur votre tombe? Quelle épitaphe? Ici, J. Kofi, il a fait ce qu'il a pu. Voilà. Moi, j'en avais une autre qui est moins sérieuse, c'est Sigi le Breton d'après la marée noire, qui est une phrase formidable de vous,
Oui, c'est de moi, oui. Parce que vous avez quand même assisté à la Mococadis et au Torrey Canyon. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un de vos collègues qui me demandait un jour, avec Louis Le Pincet, qui était ministre et breton, comment ça se passe entre vous? Je dis, ça se passe bien, on est bretons tous les deux, sauf que lui est d'avant et moi d'après la marée noire. Voilà. Mais c'était dit sans malice. C'est très drôle. Mais ça m'a valu le prix de l'humour politique. Ah, ben vous voyez. Voilà. Mais j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vos Kofi. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'accueille Alain Manval. Vous avez le rythme? Est-ce que vous sentez le rythme? We got the beat. Alors là, ça s'adresse à vous tous, vous qui regardez Mégahertz. Je suis sûr que vous êtes tous jeunes et hip, young and hip. Alors vous faites comme moi, vous vous installez confortablement chez vous. Tout le monde en a parlé à retrouver Alain Manval. Bonjour, 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 salam alaikum. Bienvenue entrer dans la caravane de Messaoud et d'Alex. Welcome aboard. C'est chez des amis dans un théâtre équestre qu'il est hébergé. Moi, j'ai plus de maison nulle part, donc quand je viens à Paris, je squatte à droite, à gauche chez des amis que j'aime beaucoup. Ah, c'est un vrai manouche, quoi. C'est un vrai nomade. En plus, moi, je suis des origines touareg, qui fait que de l'attente à la caravane, il n'y a qu'un pas, quoi. Et lui, c'est pareil. Il a toujours aimé un petit peu des endroits un peu plus déjantés, de la montagne, des balades en montagne à cheval, jusqu'à la caravane ici à Paris. Alain Manval est libre. Il a regagné la France en 2008, après avoir passé plus de 10 ans au Maroc, où il a participé à la création d'une chaîne de télévision. Allez, Slama Roya, Baraklaoufik, Slama, Shukran Bzef. Aujourd'hui, le dandy rock, intello et colo déjanté, comme l'ont appelé quelques journaux de son époque, est à Paris. Il enregistre un album, son premier. Respirez fort, 7 étages sans ascenseur. Vous allez arriver dans le plus beau studio d'enregistrement du monde. Fidèle à l'esprit punk du do-it-yourself, après des années de préparation, il enregistre chez un ami, loin de son image de fashion victime habillée par Jean-Paul Gaultier, et loin, très loin, des grands studios professionnels. Tout se fait par amour, par amitié. On n'a pas une thune, mais c'est le fun. Et au moins, on a le bébé qu'on veut. Sans directeur artistique, sans major compagnie pour nous faire chier, sans censure. C'est le bonheur. Tu nous mets l'intro qu'on a enregistré? Salut les zombies. Salut les zombies. Sortez de l'ombre. Sortez de l'ombre. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le futur est à nous. Voilà, fait maison, à un rythme un peu... Il y a le son. Voilà. Il y a le son et puis le bon esprit, tout va bien. Mais s'il n'avait pas insisté, il partait à la poubelle, cet album. Je voulais plus en entendre parler. Allez, je vais me laver. Donc t'as compris le truc, je dors dans une caravane, je viens me laver chez mon musicos préféré. Ce soir, je dors chez... je vous dirai pas qui. C'est comme ça. Dandy un jour, dandy toujours. Il est où ce taxi? Let's go to le théâtre de l'Odéon pour une super expo de photos avec des vrais amis. Ce que j'aime beaucoup, c'est son côté découvreur de talent. Je dirais que c'est un Pygmalion. En fait, je suis un fan d'Alain Manval depuis que je suis ado, en fait. Il faisait ses émissions avec Nina Hagen, etc. J'étais un fou furieux. J'étais tout le temps devant la télé. Et aujourd'hui, Alain profite de l'occasion pour annoncer une grande nouvelle. À la demande de Jérôme Clément, j'ai été nommé chevalier des arts et des lettres
Alors c'est peut-être un truc à la con, mais moi ça me touche beaucoup, surtout que ce soit le président d'Arte qui l'a demandé. Et c'est lui qui va me remettre cette distinction. Faire honorifier. Nommé chevalier des arts et des lettres par l'ancien président d'Arte, chaîne pour laquelle il avait travaillé, Manval en a-t-il fini avec ses années rebelles? Nous allons chez Radio Nova, parce que je suis en vrai manque de radio, et j'aimerais bien... On va voir. Donc, let's go to Nova. Ça se passe, ça se passe. Ça se passe pas, ça se passe pas. Donc, je suis très cool, mais je suis vraiment heureux d'aller là-bas chez Nova. La radio, le premier amour de Manval. Stop, c'est fini pour vous, allez rentrer. S'il reprend l'antenne, souhaitons qu'elle soit à son image, libre. Et maintenant, la lumière se rallume sur Alain Manval. Alain Manval, bonsoir, installez-vous. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé, vous êtes magnifique. Alors Alain, vous êtes né le 23 janvier 1953 à Saint-Étienne. Oui. Vous avez fait vos études au lycée Mimard. Oui. Et au lycée Foriel. Oui. Vous étiez un enfant dissipé, je suis sûr. C'était pas mon truc. Ouais. Alors l'été, pour gagner un petit peu d'argent de poche, vous bossiez à la manufacture de Saint-Étienne. Oui, Manu France. Et vous fabriquiez des cannes à pêche. Non, je pliais les cannes à pêche. Parce que quand on pliait les cannes à pêche, on gagnait plus de sous, que ça rapportait plus qu'on était payé à la tâche. Alors votre premier rêve, c'est de devenir comédien. Oui. Passion développée auprès de Jean Dasté, le grand monsieur du théâtre. Fondateur de la Comédie de Saint-Étienne. D'abord, il me fait énormément travailler. On travaille tous les deux le masque. Et je lui dois ma voix, qui est un peu mon fonds de commerce depuis quelques décennies, parce qu'il m'a permis de placer ma voix, parce que j'étais très efféminé. Vous avez une voix fluette. Oui, très fluette. Et il m'a dit, il faut gommer ça. Et puis surtout, il m'a dit, casse-toi, il faut que tu ailles à la capitale. Voilà, donc il vous conseille de monter à Paris. Vous aviez quoi, 18 ans à l'époque, non? Oh, même pas, 17. Ouais. Et là, pendant 2 ans, vous allez faire l'acteur, notamment sur les planches du Théâtre Mouffetard. Oui. Vous savez ça? Oui, je sais tout. Vous jouiez quoi? Aristophane, Vox Populi, très drôle. Et c'est là que se présente une autre opportunité sur laquelle vous sautez, devenir attaché de presse d'un groupe punk new-yorkais émigré à Londres, les Heartbreakers, les fameux Heartbreakers. Oui, Johnny Fenders. Vous y allez tout de suite, là? J'y vais tout de suite. En plus, c'était avec l'argent de Chris Timb, qui venait de se faire beaucoup de flouze en produisant Tommy. Donc j'avais un bureau à Carnaby Street. Et donc là, immersion totale dans la punkitude, parce que mon ami de l'époque était le cinéaste Derek Jarman. Ah oui. Donc habiter chez Derek, être sur la préparation du premier film punk au monde qui s'appelle Jubilé. Le rêve pour un petit garçon de Saint-Étienne. Oui, absolument. Alors, pourquoi vous avez quitté Londres, en fait? Je pense que mes histoires de cul, mes histoires d'amour m'ont fait toujours bouger. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a enlevé de Londres, m'a fait venir en Italie. Après, je me suis retrouvé par une autre histoire d'amour à Istanbul. De retour à Paris, vous êtes l'attaché de presse d'un certain nombre de groupes français. Téléphone, Star Shooter, Higelin. En anglo-saxon, Lou Reed, Iggy Pop, Pink Floyd. Je m'étais occupé de la sortie d'Animals. Il y en a tellement, tu sais. Non, je me suis occupé de beaucoup d'artistes. Mais enfin, quand on est attaché de presse, on est leur femme de ménage. Je veux dire, ça n'a rien de glorifique. On ne fait pas partie de l'artistique. On est là pour leur trouver la gonzesse qu'ils veulent, la coke qu'ils veulent. Il ne faut pas se leurrer. Et vous y arriviez de faire ça? Ça fait partie du job. Ah oui. J'ai eu des beaux souvenirs avec Iggy Pop pour faire Paris, pour lui trouver la coke, ça c'est sûr. Alors là, vous êtes de toutes les aventures des radios libres ensuite. Cité Future, Bellevue, Carbone 14, Gilda. J'adorais Super Nana à Carbone 14, Bonne époque, ça. Oui, Catherine qui est partie aussi. Et vous finissez par entrer à Europe 1, où vous animez une émission qui s'appelle Pogo, P-O, petites ondes, G-O, grandes ondes. Donc c'est un titre super bien trouvé. Et le Pogo était la danse des punks, puisqu'il fallait sauter en l'air et cracher sur ses potes. Alors, c'est une émission délirante, absolument incroyable, quoi, des choix musicaux fous. Comme je revenais de cette immersion à Londres, j'attendais pas que des maisons de disques amènent... Moi, j'achetais. Et puis, j'avais des espions partout. Donc,
C'était l'époque du vinyle. Moi, je fais partie des gens qui regrettent le vinyle. Je regrette les pochettes, je regrette tout ce qui se passait autour. Et donc, j'achetais mes disques, donc je passais ce que je voulais. Vous êtes affolés, les gens qui écoutaient Europe 1, quand même, non? Non, les auditeurs, c'était formidable. Je sais qu'il y avait un public de mômes qui écoutait ça sous les oreillers dans leur pension. Et surtout, je me laissais pas avoir par le directeur de la musique d'Europe 1. Je faisais ce que je voulais. Alors en mars 1978, vous passez un week-end dans l'île de Bréa. Absolument. Et vous vous retrouvez au cœur de la marée noire causée par le naufrage de l'Amoco Cadiz. Oui. Et là, vous rentrez à Paris et vous invitez les auditeurs d'Europe 1 à boycotter la Shell, qui était la société qui avait affrété l'Amoco Cadiz. Mais malheureusement, la Shell est un très gros annonceur de la station et vous êtes mis à pied et interdit d'antenne pendant 3 ans. Le directeur des programmes de l'époque, qui est décédé, René Klettmann, m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit: Alain, il y a 3 choses qu'il ne faut pas faire en radio. C'est pousser les gens au suicide, à l'homicide et au boycott. Ah oui. Donc c'est vrai, j'étais interdit pendant 3 ans. Ouais. Vous regrettez ça maintenant? Non, parce que je serai à l'antenne aujourd'hui, je dirais la même chose de BP. Oui. Mais on ne me permet pas d'être à l'antenne. Peut-être à cause de ça. Non. Enfin, à toute chose, malheur est bon, puisque vous vous tournez vers la télévision à ce moment-là. Vous faites une chronique musicale dans le mini-journal de Patrice Drevet, et puis à votre grande émission, Mégahertz. C'était formidable. On venait de remplacer Guy Lux pour les vieux qui regardent l'émission. Le samedi après-midi, on avait tout l'après-midi. Ça démarrait par Fame, la série comédie musicale, une émission sur le voyage, Frédéric Mitterrand, Étoile, Étoile, et moi, Mégahertz. Bonheur total. Et je rêverais de faire aujourd'hui à la télévision Les Enfants de Mégahertz pour être le pont entre la musique des années 80 et la musique d'aujourd'hui qui a malheureusement très peu de visibilité à la télévision française, ce qui est absolument regrettable. Alors en 86, vous allez sur une chaîne qui se crée, qui s'appelle TV6. Oui. Vous faites une émission qui s'appelle Tam Tam. Oui, les samedis après-midi en direct. Voilà. Oui. Et la chaîne s'arrête, elle est remplacée par M6. Oui. Et vous faites partie de ceux qui n'avaient pas voulu trahir TV6 et aller sur M6. Moi j'aimais beaucoup, je respectais beaucoup Maurice Lévy, président de Publicis, qui avait permis à cette chaîne d'exister. Delarue est parti le lendemain. Moi non. Je préfère être pas bossé. Non, mais j'ai une vraie éthique de vie. Et tant pis. Je préfère sucer des cailloux que je suis pas un collabo. Moi je couche, mais pour le plaisir. Alors, vous avez été quand même, à l'époque, extrêmement célèbre. Oh, on n'est jamais célèbre. Non, je m'en fous de ça. Quelles ont été les réactions de votre entourage quand vous avez fait Mégahertz, que vous êtes devenu comme ça extrêmement visible dans les médias? Ça a été un bonheur pour mon père, qui était quelqu'un avec qui j'ai jamais communiqué. Parce qu'au moins, il avait quelque chose à dire à ses potes de jeux de boules. Et il était flatté que ce soit son fils dans le progrès lyonnais, stéphanois. Et c'est la première fois que j'ai dit, tiens, mon père fait un peu attention à moi, parce que j'ai été un peu le chaton noir de la famille, l'électron libre. Et votre maman? Bah, c'est une maman. Ouais. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? J'ai jamais gagné d'argent. Non. Le peu d'argent que je gagnais, je l'ai distribué autour de moi. Je n'ai je n'habite nulle part. Je n'ai pas de maison. J'ai rien. Vous n'avez pas mis d'argent de côté à l'époque où ça marchait, quoi? Non, j'ai pas d'objet encombrant. J'ai rien. Et l'amour, ça vous a apporté des conquêtes amoureuses? En ce moment, je suis très amoureux. Et à l'époque? Je l'ai été souvent. Ouais. Vous êtes beaucoup laissé guider par votre cœur? Mon cœur et mon cul, oui. C'était quoi le meilleur moment à l'époque? C'est d'être présent avec des petites équipes réduites, parce que je savais déjà fonctionner à l'économie, et pouvoir filmer Siouxsie and the Banshees à Amsterdam, filmer DAF à Berlin, avoir une équipe au Japon qui filmait le rock japonais. C'était inattendu. Et c'est d'être présent sur tout le terrain, et d'avoir des petits espions qui soient là, et puis ramener le contenu. Le pire moment à l'époque, c'était quoi? Les pires moments, j'en ai vécu plusieurs. C'est que je me suis toujours fait virer. Ah oui. Oui, c'est vrai. Je me suis toujours fait virer. Et c'est pas nécessairement moi qui me suis fait virer. C'est qu'on a viré le média sur lequel j'étais. Et c'était pour des raisons politiques. Quand vous avez quitté la Lumière, vous avez créé la deuxième chaîne marocaine, qui s'appelle 2M. Oui. Ensuite, vous avez été directeur des programmes d'Arte. Et aujourd'hui? Votre équipe m'a suivi. Elle m'a suivi jusqu'à un rendez-vous à Radio Nova. On verra ce qui se passe.
Inter, ça marche pas. Europe 1, ça marche pas. RTL, ça marche pas. S'ils veulent pas de moi, c'est leur problème. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Le clan Manval fonctionne. J'ai des milliers de fans sur Internet, sur Facebook. Je leur fais une programmation musicale et cinéma tous les jours. C'est interactif, ça fonctionne. Je bosse, même en étant chez moi avec l'ordinateur. Et il y a une interactivité. Je sais qu'il y a un public. La preuve, je porte ces couleurs. C'est vraiment j'ai un clan maintenant et c'est eux qui me donnent la pêche. Moi, c'est les téléspectateurs, c'est les auditeurs, c'est le public qui me donne la pêche. Les patrons de médias, ils sont toujours en retard. Vous êtes nostalgique de cette époque aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Vous êtes rancunier? Pas du tout. Si c'était à refaire, Alain, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je referais la même chose. Le jour où vous serez mort, vous voulez qu'on écrive quoi sur votre tombe? Oh, j'ai un tatouage ici, en berbère. Souviens-toi du futur. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Alain. Merci. Au revoir. J'accueille Caroline Barclay. Une fête quand même les organiser. Le roi du disque est à la fois grandiose et chaleureuse, à croire qu'il se marie tout simplement pour faire la fête. Du mariage, il n'y en a plus, il l'a juré. Caroline sera la dernière, c'est la 8e et dernière de ses épouses. Oui, elle a dit oui. Une fête somptueuse, groupant 1200 invités vêtus de blanc, s'est déroulée toute la nuit dans un restaurant proche du Bois de Boulogne pour fêter l'événement. Une nuit rare où les repas étaient préparés par les 13 grands chefs français ayant chacun 3 étoiles dans leur art. La jeune mariée et son fringant époux de 46 ans, son aîné, partiront dimanche en voyage de noces pour Marrakech, accompagnés bien sûr de leurs 30 meilleurs amis. Pour que la fête continue, Caroline tiendra-t-elle le coup devant une vie qui laisse peu de place à l'intimité? Mais une chose est certaine, la 8e femme de Barbe Blues est très amoureuse de son éternel et incorrigible mari. Tout le monde en a parlé à retrouver. Caroline Barclay, aujourd'hui elle est mère et femme active. Nous avons rendez-vous à Paris un lundi matin, à l'heure du coup d'envoi d'une semaine bien remplie. Le lundi déjà c'est souvent chargé, oui. Là en plus cette semaine je suis chargée de faire des dîners, des déjeuners là toute la semaine. Alors pas aujourd'hui, heureusement. Ce soir, Caroline fête ses 44 ans. Elle est désormais célibataire et ses 2 enfants sont sa priorité. Depuis que j'ai des enfants, c'est pas du tout un problème pour moi l'âge. Ça change quelque chose. Je suis tellement heureux tant qu'ils sont en forme, que tout va bien, qu'ils n'ont pas de problème. Je te rappelle, je suis sous le bac, je te rappelle quand j'ai fini. Caroline continue d'avancer à grands pas dans la vie. Bonjour Marc. Après 10 années passées près d'Eddie Barclay au cœur de la jet-set internationale, de Saint-Tropez à Saint-Barth, elle reste à la pointe de la tendance. Alors ce soir, il y a des soirées partout, avec la Fashion Week, là. C'est la folie. C'est bien, Paris rebouge un peu. Moi, j'ai mes petites habitudes. Je suis très organisée, j'aime bien, c'est des sortes de rituels. Donc, le brushing tous les lundis. Merci Omar. À lundi prochain. Alors, les clés de la voiture. Caroline est une femme libre et libérée, parfaitement organisée, ou presque. Pour mon foutoir. Si, intéressant. Comme ça, on voit bien la cour. Et voilà. Son avenir, elle l'écrit désormais seule. J'ai une nouvelle vie de femme libre et indépendante, ce qui n'était pas le cas les 20 dernières années. J'étais beaucoup en dépendance avec l'homme avec qui je vivais, d'abord avec Eddie. Bon, là, c'était du fait de ma jeunesse, quoi. Je me suis mariée avec lui, j'avais 21 ans. Il voulait que je sois avec lui 24 heures sur 24, donc j'avais ces grands déjeuners, ces grands dîners à organiser avec lui, mais ce qui a été vraiment un plaisir au cours de ces 10 ans à ses côtés. Et puis ensuite, avec le père de mes enfants, bon, bah alors là, c'était, oui, une autre vie. Bon, et puis bon, là, j'ai besoin de travailler, j'ai pas le choix de toute manière. Malgré son divorce en 1998 d'avec Eddie Barclay, Caroline a gardé de très bonnes relations avec les amis de son ex-mari. 2 beaux garçons. Une belle fille. Enfin, une très belle fille, pas une belle fille. Ça va. En plus, je suis filmée. Oui, ça vaut, tu vois, vraiment, c'était pas prévu, hein, c'est pas prévu exprès.
Bon, vous voyez, c'est rigolo, on tombe sur Elie Chouraki. Je suis pas fait exprès. Une vie très Sex and the City à Paris. Caroline est aujourd'hui l'associée d'une marque de prêt-à-porter dont elle gère la notoriété. Carnet d'adresse oblige. Moi, je suis plutôt en charge un peu des RP, de la communication. Donc voilà, moi je rajoute. C'est vrai que c'est pas mon activité numéro 1. C'est vraiment mes amis qui sont en charge de ça. Mais bon, j'ai une participation dans la maison et je m'y intéresse. Je suis de près l'affaire. Caroline est une businesswoman hyper active. Alors on va dans les bureaux pas très loin, avenue Franklin Roosevelt. Donc c'est maison de bureau pour une autre activité, donc dans l'immobilier. Et oui, en plus d'être consultante de mode, elle est agent immobilier, mais elle n'officie que pour les VIP. Si vous avez un truc à vendre à Paris, contactez-moi. À sa clientèle UP, Caroline ne vend que du luxe. 3 950 000, un 350 mètres carrés. Et malgré son emploi du temps surchargé, c'est Caroline elle-même qui se déplace pour les visites. Ah non, franchement, sympa, écoutez, je pense que c'est mon carnet d'adresses qui a dû les séduire. C'est pas ma grande expérience dans le domaine, puisque ça fait 1 an à peu près que je fais de l'immobilier. J'en ai fait toujours beaucoup à Saint-Tropez, mais alors vraiment amicalement, pas du tout comme un métier. Mais... La petite fille de 21 ans qui épousait le roi du micro-sillon a laissé place à une femme qui fait des affaires avec son réseau d'amis. Mais la personne dont elle s'occupe le mieux, c'est elle. À 40 ans passés, pour Caroline, le sport est toujours une priorité. J'ai toujours fait du sport depuis mon enfance. J'avais déjà des parents très sportifs qui m'ont élevé dans le culte du sport, de l'effort. Et heureusement que j'avais ça, parce que bon, ne serait-ce que mes 10 années de vie avec Eddie Barclay, heureusement que j'avais le sport pour compenser les excès, les sorties. Ça a toujours été mon équilibre. La partie terminée, l'ex-princesse de la Jet Set fonce s'enfiler sa robe. Ce soir, dans l'un des plus grands restaurants de Paris, elle fête ses 44 ans en petit comité. Oui, je l'ai connue avec Eddie Barclay, moi, pour le coup. Les soirées blanches. D'ailleurs, en fait, ce soir, on lui a fait un remember. Ouais, c'est vrai. Et c'était des fêtes grandioses, ouais, bien sûr. Les fêtes d'Eddie Barclay, ça a toujours été grandiose, mais elle restait à sa place. Elle n'était pas, c'est vrai, elle s'est jamais... J'ai pas connu ce moment-là, mais de toute façon, Caro est jamais quelqu'un qui sort... c'est jamais pris pour une autre, hein. C'est une nana profondément sympathique, épicurienne, réellement. Et qui sait, d'ailleurs, derrière des bonnes bouffes et des super pinards, c'est une nana qui va aller faire 3 heures de sport. D'ailleurs, ce soir, elle a pas fait son sport, enfin ce matin, je crois. Je trouve un peu flasque. Carabine, c'est le mot qui vient quand je pense à mes copines. Ouais, écoutez, pour mes 40 ans, j'avais fait une énorme soirée à la Maison Blanche avec 300 ou 400 personnes, je sais plus. Donc là, on était une vingtaine et c'était très bien comme ça, avec les intimes et très chaleureux, très sympa. Pour son anniversaire, Caroline se contente d'une bonne table, de quelques amis et de cadeaux, en toute simplicité. À la tombée de la nuit, la princesse rejoint son carrosse. Demain, une autre journée l'attend, forcément bien remplie. Et maintenant, la lumière se rallume sur Caroline Barclay. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Caroline, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Donc, vous êtes née le 4 octobre 1966 à Montélimar. Votre père, Jean-Claude Giganti, a commencé comme publicitaire avant de se reconvertir dans les antiquités à l'Île-sur-Sorgue. Et votre maman était déléguée médicale et ensuite elle est devenue peintre. Voilà. Alors, enfance dans une ambiance fun. Ah oui, tout à fait. Avec des parents noctambules. Exactement. Des jeunes parents, on avait 20 ans d'écart, donc ils m'emmenaient dans leurs sorties et c'était déjà artistique et très il y a déjà beaucoup de vedettes du showbiz qui viennent acheter des tableaux à votre maman, ça vous habitue, quoi. Oui, alors il y avait une espèce une grande propriété où on retrouvait des gens comme Fabrice Lucchini, Richard Conina, Costa Gavras. Donc c'était très sympathique, oui. Alors vous rêvez de devenir journaliste ou de travailler dans la communication. D'ailleurs, à Lyon, vous fréquentez bientôt la fac de droit, mais aussi une école de com. Oui, l'ESCOM à Voie-en-Velin, oui, tout à fait. Où j'ai fait 1 an, mais où je travaillais pas très sérieusement. Donc après, mes parents m'ont indiqué le chemin de la fac, où je ne suis pas restée très longtemps. Et là, le conte de fées commence. Donc le producteur Eddie Barclay fait un casting à Lyon pour trouver la nouvelle Michel Mercier pour une version sur scène de La Marquise des Anges, mise en scène par Robert Hossein.
Et vous y allez avec des copines, surtout pour expliquer à Barclay que vous cherchiez un stage dans la com, pas du tout pour être Michel Mercier. Mais vous l'avez fait le casting? J'ai fait le casting, mes copines m'ont lâché arrivé devant la porte, donc je l'ai faite toute seule et puis donc voilà, apparemment Eddie m'a dit après qu'il avait flashé sur moi. Pendant 6 mois, vous allez monter à Paris tous les week-ends sous des prétextes divers et variés, mais sans jamais céder aux avances d'Eddie. Non, il a été très délicat et très patient, donc effectivement, il a attendu de sentir que je commençais à être séduite. Mais il se passait quoi pendant ces week-ends? Je me rappelle la première fois qu'il m'a fait venir à Paris, je suis arrivée tout de suite dans son appartement avenue Friedland et il y avait déjà toute la bande à Barclay, un grand déjeuner avec Carlos, Colaro, Kersozon, toute l'équipe, quoi. Donc tout de suite très sympathique. Après les prétextes, c'était de me faire rencontrer des gens, alors Roger Théran de Paris Match, diverses personnalités du journalisme, en faisant miroiter à chaque fois un stage ou quelque chose, et puis je repartais, il n'y avait rien, mais j'avais passé un très bon moment. Mais il était avec une femme à ce moment-là? Non, il venait de divorcer de sa 7e femme. Alors donc, au bout de 6 mois, Eddie se fâche et vous fait appeler par sa secrétaire, donc Jeannette, qui me propose de partir avec lui au Carnaval de Rio. Il y allait chaque année à l'époque. Alors là, je me demande un petit peu de quoi il en retourne. Je lui dis, ah bon, mais si je pars avec lui en voyage, c'est la première fois, comment ça se passe? Donc elle me dit, bah Caroline, clairement, ça veut dire que vous entamez une histoire ensemble. Alors là, évidemment, j'étais pas tout à fait prête, donc je décline l'invitation, et puis là, blackout total. Et là, vous voyez pas pendant quelques temps, hein? Pendant 2 mois, aucune nouvelle. Et puis mon père montait à Paris pour son boulot, me propose de venir avec lui. Et puis là, une fois à Paris, je me dis, bon allez, vous débarquez chez Eddie Barclay, et lui vous dit, tu viens pour le week-end, vous dites, non, je viens habiter chez toi. Je suis jamais repartie, effectivement. Qu'est-ce qui vous avait pris, Caroline? C'était un homme extrêmement séduisant, qui me passionnait, qui était pas très loquace, qui parlait pas beaucoup quand il avait ses grandes réunions de copains, mais par contre en tête à tête, c'était vraiment des moments merveilleux. Il me racontait toute sa vie, toutes ses histoires. J'avais l'impression de vivre des choses incroyables. Et puis un Pygmalion. Mais vous allez quand même vous offrir Barbe Bleue là, quand même, non? Bah oui, mais je me suis pas trompée, ça a quand même duré 10 ans et j'ai été très heureuse pendant ces 10 années. Non, il était vraiment définitivement quelqu'un de très gentil. Lui, à l'époque, il a 64 ans, vous 21, et vous vous mariez, vous êtes la 8e épouse de Barbe Bleue, d'Eddie Barclay. Et assez vite, il me propose. En fait, c'est lui qui était un grand fervent du mariage. Au bout d'1 an de vie ensemble, il me propose de nous marier. Bon, bah, moi, j'étais sûre de mon amour pour lui et on était vraiment bien ensemble. Allons-y, c'est parti. Et là, vous commencez 10 ans de fête et de plaisir. Un tourbillon sans fin qui vous amène de la Mamounia au Carnaval de Rio en passant par Saint-Barth. Une vie de rêve? Une vie assez de rêve, oui. Alors bon, faut tenir le rythme quand même, parce que c'est tous les jours des déjeuners qui durent 3-4 heures, des sorties tous les soirs. Donc, il ne faut pas prendre trop de kilos, il ne faut pas trop tomber dans l'alcool. Il faut avoir une certaine discipline quand même. Et surtout qu'il vous demandait d'être avec vous 24-24. Voilà. C'était le deal. Lui, il avait besoin d'avoir sa femme à ses côtés. Il avait vraiment une envie de vivre en couple pleinement et intensément. Un grand amoureux, en fait. Ah ouais, non, vraiment, Alors, vous êtes de toutes les photos people? À l'époque, oui. C'est la célébrité. Ah oui, lui adorait ça. Hein. C'est vrai qu'il mettait en scène sa vie. Au moindre prétexte, il faisait venir les photographes. Ça, c'était vraiment son truc à lui. Donc après, il fallait jouer le jeu, quoi. Vous avez été célèbre assez vite, finalement. Tout de suite, on a fait la montée des marches à Cannes. Depuis 1 mois, on était ensemble. À l'époque, je me rappelle, c'était Yves Mourouzi qui faisait les commentaires en haut des marches et qui avait été très perspicace puisqu'il avait dit voilà la 8e femme d'Eddie Barclay. Ça, c'est 1 mois qu'on était ensemble. Il ne s'était pas trompé. Quelles ont été les réactions de votre entourage? Mon père a un peu tiqué quand même. Il était beaucoup plus âgé que lui. Et ma maman, dont je suis très proche, m'a fait confiance. M'a dit écoute, tu sens au fond de toi que c'est vraiment une histoire importante qui va marcher, dans laquelle tu vas être heureuse et bien. Et je dis ah oui, ça, je suis sûre à 100%. Vas-y alors. Et vos amis, vos amis de l'école mes amis, l'école de Lyon, là je les ai assez vite perdus de vue parce que je suis pratiquement plus retournée, un petit peu voir mes grands-parents dans ma région, mais assez vite. Eddie était très gentil d'ailleurs. Il invitait mes grands-mères à Saint-Tropez. C'était très marrant. J'avais une de mes grands-mères qui était d'origine de Lyon, donc on allait pour son anniversaire faire des bouffes chez Bocuse. C'était son idole, alors elle était trop contente. Il était très, très sympathique pour ça.
Vos rapports avec les médias, ça a été quoi? Vous en avez souffert ou au contraire, ils vous ont servi? Alors au début, j'étais très timide, jeune, donc je devais vraiment prendre sur moi. C'était un petit peu difficile, mais bon, assez vite on s'y fait. Et bah, après, lors de ma séparation, oui, je dois dire que ça m'a servi quand même, puisque j'ai monté une boîte d'événementiel. Comment ça se passait? Il vous donnait de l'argent pour le ménage ou vous dépendiez à 100% de lui? Je dépendais vraiment de lui, ça c'était une vraie vie dépendante. Pour acheter une robe, il fallait lui demander la permission. Pratiquement, oui, ça pour ça. Alors, j'ai jamais manqué de rien, mais au bout de 10 ans, je me suis retrouvée avec rien aussi. C'était quoi le meilleur moment de toute cette époque? C'était les premières années, parce que après, quand il a été souffrant, évidemment, son tempérament, sa personnalité a un petit peu changé. Il est devenu méfiant, jaloux. J'avais vraiment plus le droit de sortir de la maison, c'était moins drôle, quoi. Même pour aller faire mon tennis, il se demandait si j'allais pas faire autre chose. C'était un petit peu difficile, oui. Mais vous avez un souvenir d'une soirée, d'un endroit qui vous a particulièrement... Il y a la soirée blanche qu'on a fait en l'honneur de Quincy Jones à Saint-Tropez a vraiment été un moment exceptionnel. D'ailleurs, Quincy, que je revois régulièrement, m'en reparle encore. Il y avait quand même des gens comme Barbara Streisand, Oprah Winfrey qui viennent jamais en France, quoi, qui sont venus spécialement pour cette soirée. C'était assez phénoménal. C'était l'apothéose, ça. Ah oui, c'était assez incroyable. Et le pire moment de toute cette époque? C'est sûrement quand il a été malade, quand il a fait son attaque cérébrale à Saint-Tropez en train de jouer au Gin Rami. Là, il m'est tombé dessus et alors là, derrière, ça a été assez long pour qu'il se remette. Il s'est remis, mais difficile quand même. Là, il est resté diminué après? Un petit peu, oui. Il était quand même moins vaillant. Vous êtes séparés pourquoi? C'est lui, toujours très, très fort, me disant si tu n'acceptes plus d'être autant à la maison, je préfère qu'on divorce. La provoque, en fait. Vous l'auriez pas quitté? Non, je pense que je l'aurais pas quitté. Non, j'aurais tenu jusqu'au bout. À partir du moment où c'est lui qui me le proposait, arrivé un moment où, au bout de 10 ans, j'avais vraiment envie de faire des choses pour moi-même, de travailler, de faire des voyages toute seule. Vous cohabitez jusqu'au divorce? Tout à fait, oui. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que dès le divorce, il dit tourne la page, il veut plus que vous vous revoyiez, ni même être assis à la même table que vous. Non, c'est vrai qu'il a été assez dur, mais je pense qu'il était encore attaché à moi. Enfin, c'est ce que m'ont dit ses amis proches. Et du coup, ça lui faisait un peu de mal de me revoir et de plus dans la même. Alors, il tourne la page, mais il recommence la même chose avec la suivante. Quoi. Incroyable. Il repart. Plus jeune que moi. Toujours dans la même histoire. Plus. Elle avait quel âge la suivante? Je crois qu'elle avait 21 ans, mais enfin, lui, à l'époque, il en avait 76. Donc, une petite Belge, Julie, si je me rappelle bien, très gentille, très mignonne. Fallait toujours qu'il ait une jolie jeune fille à son bras. Toujours. Et elle est restée combien de temps avec lui? 2-3 ans, je crois. Puis après, il y en a eu d'autres. Ah oui? Ouais, bon, à la fin, c'était un peu des infirmières, mais il a toujours eu une jolie femme à ses côtés. Alors vous, au moment du divorce, vous avez 32 ans et vous supportez assez mal, finalement, la brutalité de la rupture. C'est difficile quand même de passer de cette vie incroyable, une qualité de vie, un train de vie... démentiel, et de se retrouver dans un petit appart avec encore plein de copains et plein d'invitations. Je suis pas non plus, je suis pas repartie à Montélimar pour autant quand même. Oui, c'est sûr. Mais bon, j'ai dû me mettre au boulot quand même. Alors vous faites du souci pour lui aussi parce que à l'époque il a 78 ans et il boit beaucoup. J'ai jamais vu quelqu'un boire autant de pastis. Il était sous perfusion. J'ai jamais vu faire un break un jour en 10 ans. C'était quand même une force de la nature parce qu'il a tenu jusqu'à 84 ans et il buvait tous les jours. Il était très très rarement ivre, mais enfin il attaquait son petit pastis tout de suite après le petit-déj, vers 10-11 heures le matin, quoi. Alors, quand vous le quittez, vous lui demandez un petit capital, quoi, à titre de prestation compensatoire, ce qui est tout à fait normal. Et lui, il vous dit, non, finalement, la vie que tu as eue avec moi pendant toutes ces années, elle était suffisamment riche comme ça, et ça me dispense de toute obligation pécuniaire. Oui, en fait, je crois que je suis la seule à lui avoir demandé quelque chose, mais enfin bon, les autres étaient restés soit beaucoup moins longtemps que moi, soit se sont remariés tout de suite. Moi, je me retrouvais vraiment sans rien, quoi. Donc, à part une belle garde-robe et quelques bijoux, mais ça n'allait pas suffire. Donc oui, j'ai dû demander quelque chose qui était... Finalement, il vous le donnera quand même. Oui. Non. Et il vous autorisera à garder son nom. Voilà, ça par contre, c'est écrit dans le jugement de divorce. J'ai le droit de me servir du nom de Barclay. Pas le droit de monter une maison de disques, mais enfin, c'était pas dans mes projets, donc pas de concurrence à ce niveau-là. Et donc, je me sers du nom puisque je vais monter une boîte d'événementiel. Et puis vous avez le carnet d'adresse. Et le carnet d'adresse, oui, ça évidemment. Qui est quand même un gros capital, c'est vrai. Alors à ce moment-là, vous refaites votre vie avec Michel Cohen-Cass, un milliardaire assez sulfureux, qui terminera en prison d'ailleurs.
il a fait un petit passage, oui, tout à fait. Vous êtes resté 11 ans avec lui. Oui, Vous êtes fidèle, je suis abonnée aux Non, mais c'est 10-11 bien, vous êtes ans. fidèle, Non, finalement. j'aime bien les histoires, Hein? donc c'est vrai. Ouais. Ouais. 2 enfants, voilà. Difficile quand même le retour sur Terre après toutes ces années de fêtes. Je vis dans un plus petit appartement, j'ai une petite voiture, je suis plus en avion privé ou en first class. Je me fais un peu de soucis, oui, c'est vrai. Je me dis qu'est-ce qui va se passer, mon avenir. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque, de la fête blanche de Saint-Tropez, enfin de cette grande époque. Non, je vais de l'avant. Non, je suis pas quelqu'un de nostalgique, pas du tout, non. Et est-ce que vous lui en voulez finalement d'avoir arrêté votre relation? Non, parce que de toute manière, j'étais quand même lucide sur la différence d'âge. Je savais bien que j'irais pas au bout de ma vie à moi à ses côtés. Je savais que ça s'arrêterait un jour. Ouais. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Écoutez, j'ai failli avoir un enfant avec lui, je l'ai pas gardé, donc ça, je le regrette pas, parce que pauvre petit, il n'aurait pas profité de son papa très longtemps. Donc ça, j'ai pas de regret là-dessus. Non, franchement... Vous referiez tout pareil? Je referais tout pareil, ouais. Non, vraiment. Ouais. Le jour où vous serez morte, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe comme épitaphe? La question oblige. Moi, j'en ai une. Pour moi? Ouais. Ah bon, alors? La 8e femme de Barbe Bleue. Oui, enfin, pour mes enfants, c'est pas terrible. Bon, au revoir, Caroline. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci Thierry, à bientôt. J'accueille Gérard Majax. Vous avez certainement chez vous des allumettes. Bien. Prenons 3 allumettes et regardez bien une propriété magnétique peu connue des allumettes. Il suffit de frotter l'extrémité d'une allumette contre de la laine et là, ça ne peut pas rater. Les 2 autres allumettes sont repoussées. Est-ce que vous utilisez un autre ustensile pour ce truc qui serait par exemple en plastique? Ah oui, oui, je crois que vous êtes sur la bonne voie. Montrez bien à nos amis téléspectateurs, voilà, où se trouve le petit tuyau plastique. Serrez-le entre les 2 doigts et tenez-le bien. Prenez l'autre allumette, faites semblant de le frotter. Voilà, et maintenant vous dites à vos amis, regardez, ça s'écarte. Et effectivement, elle s'écarte. Vous avez compris? Oui, ça fait rire nos amis, bravo. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir. Tout le monde en a parlé, a retrouvé Gérard Majax sur la butte Montmartre. J'habite dans ce quartier depuis l'âge de 5 ans, voilà. Venant de Nice, où je suis né, dans le vieux Nice. Et après, c'est le vieux Paris. Donc je suis toujours dans du vieux, quoi. Faut que je rattrape avec mon âge pour pouvoir dire que tout est vieux. Gérard est toujours magicien, mais désormais il officie plutôt en province. Merci. Tiens, par exemple, Verdigny-en-Sancerre, c'est un lieu où on n'irait pas habituellement, c'est pas touristique. Mais chaque année, il y avait un gala dans un champ avec la course de chèvres, la course des ânes. Et puis au milieu, sur une scène avec 5000 personnes dans un pré, je faisais le spectacle. Voilà, au bout de 3 ans, je ne savais plus quoi faire, j'ai arrêté parce que j'avais fait tout mon répertoire. Mais ça permet toujours d'avoir cette alternance province-Paris. Et même si on ne le voit plus à la télévision depuis longtemps, certains le reconnaissent encore. Bonjour. Je l'ai reconnu, je me souviens de tous ses tours. Il y en avait pas mal tous les soirs. Non, il y en avait, non, en fait, il n'y en avait qu'un seul. C'était toujours le tour de Gérard Majax. Bonne mémoire. Vous voyez, quand même, mais ça fait quand même... Oh non, ça fait très peu de temps. Faut pas le dire. Ses anciens tours sont déjà loin. Sa nouvelle obsession, ce sont les illusions d'optique. J'en ai inventé plein, mais il y en a une qui est un brevet qui s'appelle hallucinoscope. Ça permet de traverser la matière et de marcher en lévitation. Enfin, d'en avoir l'illusion. Et il y a un beau circuit, entre autres, à la Tour Eiffel. Traverser la matière et marcher en lévitation, Gérard Majax va nous prouver que son illusion donne bien le tournis, direction le 1er étage de la Tour Eiffel. On regarde dans le miroir, et évidemment, on voit tout ce qui est au-dessus à l'envers. Tu vois? Voilà l'attraction. Ce midi, Gérard a rendez-vous avec son ami Audouin Rambaud. Ensemble, ils ont créé un festival de magie à Juan-les-Pins. Alors, cette colombe d'or, la 20e, j'ai
réunis. Je suis allé voir quelques magiciens, là, à droite, à gauche. Et Gérard lui explique le tour d'un jeune magicien japonais qu'il veut inviter à l'événement l'année prochaine. Un vieux tour de passe-passe qui fait encore son effet. Il fait des tours qu'avec des couverts. Tiens, regarde. Je vais te montrer le genre de choses qu'il fait, mais il fait que ça, lui. Tu vois, par exemple, une cuillère, une fourchette et un couteau. Il les réunit et hop, en une seconde, il y a une cuillère, une deuxième cuillère et là, une troisième cuillère. Ça, c'est un acte. Alors, c'est bien. On quitte la Tour Eiffel, direction le musée de la magie où il a ses habitudes. C'est moi. L'établissement semble fermé, mais Gérard a plus d'un tour dans son sac. Rien ne lui résiste. Ah, c'est dur, hein. Chaque fois que je veux répéter un nouveau numéro, d'apparition par exemple de billets de banque ou de disparition de personnes, c'est ici, au musée de la magie, que je répète tous mes nouveaux numéros. La journée est terminée. Gérard Majax nous ramène là où tout a commencé, sur la butte Montmartre. Va-t-il réapparaître un jour, comme par magie, à la télé? Et maintenant, la lumière se rallume sur Gérard Majax. Bonjour, bonjour. Gérard, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Donc vous êtes né le 28 avril 1943 à Nice, sous le nom de Gérard Fayère. Ouais, vous savez tout. Ouais. Et ce n'est que plus tard que vous choisirez Majax. Majax, c'est magie, plus Ajax, le héros de la guerre de Troie. C'est vrai. Voilà. Alors, vous avez 5 ans quand vos parents quittent Nice pour Paris et vous grandissez près de la butte Montmartre. Vous avez passé votre vie à la butte sympa, Montmartre. la vieille ville de Nice et après Montmartre. La vieille ville de Paris. Voilà, sympa. Alors le déclic avec la magie, ça sera Mandrake, le magicien, le héros de bande dessinée. C'est vrai, à l'époque, je croyais que tout était possible. Je croyais qu'un magicien pouvait faire un geste et puis hop, la table disparaissait. Non, on la garde là. Hein. Vous pensez aussi qu'un magicien peut transmettre sa pensée, peut monter en lévitation, enfin vous croyez... à tout ça. Avec votre argent de poche, vous allez au plus acheter des accessoires truqués. Ça, c'est formidable parce qu'à l'époque, il y avait toute une série de camelots. Ces camelots qui avaient un baratin extraordinaire. Alors, j'ai économisé mon argent de poche en faisant des courses pour les vieilles dames, tout ça, et j'ai acheté donc une série de tours. Il y avait le professeur Marcel. Ouais. Un crack, hein. Un crack. Ah ouais. Le plus étonnant pour moi maintenant, c'est qu'il était capable de faire ses tours dans le froid, en hiver, avec les mains glacées, vous voyez, comme les joueurs de bonneto, avec les doigts glacés. Alors là, bah oui, vous faites des tours pour votre famille, pour vos copains, avec ce que vous rapportez des puces. Vers 13-14 ans, vous commencez à dévorer des ouvrages sur l'occultisme, sur la parapsychologie. Mais là, vous vous rendez compte quand même que tous ces maîtres de l'étrange que vous rencontrez n'ont pas de pouvoir surnaturel, en fait, qu'ils utilisent des trucs. Mais j'aurais aimé y croire. Oui. Mais ça se divisait en deux. D'abord des trucages, grossiers même souvent, pour des gourous. Et puis aussi la psychologie, c'est-à-dire la mise en scène de leur présentation. Et cette psychologie, je découvrais ça, ça m'intéressait, la psychologie. Alors, vos parents s'inquiètent évidemment de vous voir délaisser vos études pour cette passion pour l'illusionnisme, disons, et ça ne change rien à votre détermination. Mais bon, quand même, pour leur faire plaisir, je suis quelques études, et puis en me disant, on verra plus tard, toujours dans les carrières d'artistes, avoir un diplôme en sécurité. À 15 ans, vous entrez à l'école normale d'instituteur d'Auteuil, justement, pour faire plaisir à vos parents, mais vous poursuivez votre cursus à l'Institut de psychologie de la Sorbonne. Tout à fait. Pas pour devenir psychologue, mais pour justement savoir mettre en condition les spectateurs de vos tours de magie. Pour mieux comprendre ce rapport qu'il y a entre l'artiste, l'illusionniste et le public. C'est de la psycho. Alors, à 16 ans, vous réussissez votre examen de l'AFAP. Alors, l'AFAP, c'est l'Association française des artistes prestidigitateurs. Et là, il y a un type qui vous passionne, c'est un manipulateur qui s'appelle Edernac. Ah oui, qui est toujours vivant. Il a 91 ans, il fait encore des numéros avec sa voiture. Oui. Et c'est vrai qu'il est très gentil, il m'explique beaucoup de choses. Alors, dès l'âge de 18 ans, vous commencez à donner des conférences pour démystifier les charlatans qui utilisent des trucages sans le dire et se parent de pouvoirs surnaturels, disons, alors que les illusionnistes, eux, disent toujours qu'il y a un truc. Quand même, certains magiciens qui sont à la fois illusionnistes de formation, qui basculent vers le côté sombre de la force et qui ne le disent pas. Donc il y a quand même une équivoque chez certains. Alors, l'un de vos maîtres sera Jules Dautel, qui était médecin. Formidable. Amateur éclairé de magie.
Et vous passez 2 ans auprès de lui à apprendre, quoi. Il a écrit un livre qui s'appelle, en 7 volumes, La prestigiation sans bagage, ou 1000 tours dans une valise. C'est bien. Et moi, le jeudi, à l'époque c'était le jeudi, je venais l'aider à son courrier et il me montrait des tours, mais sa femme venait tout le temps le chercher en disant « Gérard » et son mari Jules, il y a des patients qui attendent quand même, tu es médecin. Gérard, attendez, il vous montrera des tours après. Il est allé, il me disait « Je reviens, regardez tel bouquin, je reviens vite » et puis il revenait me montrer des tours. C'est formidable. Alors, pour payer vos études, vous produisez avec vos numéros d'illusionniste dans des cabarets. C'est la grande époque des cabarets. Hein. Il y avait la main au panier, la Grange au Bouc. Oui, sur la butte Montmartre, Monseigneur, rue d'Amsterdam. El Jazaïr, où j'étais déguisé en oriental, parce qu'il m'avait dit, vous faites un numéro oriental? Oui, bien sûr. Passez l'audition demain. Non, non, attendez 15 jours, le temps que je trouve un déguisement. Voilà. Mais il ne fallait pas se gourer de style d'un cabaret à l'autre. Mais à l'époque, vous vous destinez encore à l'enseignement. Tout ça n'est pas encore votre profession. Et c'est à 25 ans, lorsque vous partez en vacances à Nice, que vous rencontrez Fernand Reynaud et Eddie Barclay. Et Eddie Barclay vous demande de faire vos tours devant ses amis du showbiz. Alors, il y avait Alain Delon, Zizi Jeanmaire, Yul Brynner, voilà. De Jack Nicholson à... Je les ai tous vus passer et j'ai fait des tours à tous ces gens à l'époque. Et donc, certains des amis d'Eddie deviendront des amis et lui-même deviendra comme un papa pour moi dans le show business, voilà. Alors, il vous présente à Johnny Stark, l'impresario de Mireille Mathieu. Et là, vous devez faire un essai à Cannes. Horrible. 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 Il me dit, on prépare la tournée du Music Hall de France avec Bruno Cocatrix. Si vous faites du succès en 8 minutes, vous serez engagé. Si vous dépassez 8 minutes, vous ne serez pas engagé. C'est horrible. Et j'ai fait 7 minutes et demie et j'ai fait du succès. Ça a très bien marché. Hein. Vous faites 2 ans avec Stark, ensuite la tournée mondiale, effectivement, du Music Hall de France avec Bruno Cocatrix. 92 artistes. Et là, vous faites votre leçon de pickpocket, alors ça, votre fameux gilet électronique. Ça consistait en quoi, Gérard? Beaucoup de gens ne connaissaient pas encore le pickpocket en Chine ou en Russie, donc j'allais dans la salle et je piquais des montres, des portefeuilles, et après je faisais venir des gens et je leur apprenais des techniques chinoises, indiennes, et pendant qu'ils s'exerçaient sur un gilet qui déclenche des sirènes d'alarme, moi je leur piquais tout ce qu'ils avaient sur eux, mais la salle le suivait. Donc c'est du pickpocket à but de rire, à but comique, voilà. Alors là, pendant 3 ans, vous proposez en vain vos émissions de magie aux producteurs de télévision. C'est-à-dire même pas de magie, une émission de physique amusante. Il y a un truc, je vais voir Guy Lux, il me dit « je te vois bien en barman ». Je dis « Non, c'est un jeu, il faut jouer ». Je vais trouver les frères Roulant, Bellemare, tout le monde me dit « Non, on n'y croit pas trop ». Et puis un jour, Armand Jameau. Armand Jameau, qui était directeur des programmes d'Antenne 2, vous donne un quart d'heure avant le journal, et c'est le fameux « Il y a un truc qui a bercé tant de jeunesse ». Oui, parce que il y a un truc, ce qui était extraordinaire, c'est que les enfants sont passionnés par ces trucs de physique amusante, mais aussi les intellos, les primaires, les gens âgés, tout le monde. Et donc ça fait un tel succès que le grand succès n'a pas été seulement l'émission en direct qui faisait 35-40% d'écoute tous les jours, mais les conséquences, avec les gens le lendemain jouaient dans les bureaux, jouaient dans les écoles. C'est un phénomène de société, il y a un truc. Parce que les candidats posaient des questions, proposaient des solutions, enfin, c'était très interactif avant l'heure. Alors pendant 7 ans, vous enchaînez les succès à la télé, Abracadabra, Passe-Passe, Magie Surprise. Et alors à l'époque, tous les gosses veulent une mallette de magicien Majax pour Noël, quoi. C'est-à-dire qu'on montrait des petits tours simples, on en apprenait, on faisait avec toute une équipe des présentations très ludiques, et pour la première fois au monde, on faisait des caméras cachées basées sur la magie. Alors, évidemment, le grand moment, c'est quand vous confondez Uri Geller, qui était ce type qui tordait des petites cuillères rien qu'en les regardant. Et en faisant croire qu'il pouvait guérir le cancer à distance. Encore maintenant, d'ailleurs, il dit la même chose, qu'il ne comprend pas pourquoi les gens qui regardent ces torsions de cuillère à travers l'écran de télé se trouvent guéris. Et là, vous faites ça dans une émission de télévision. Oui. Ah oui, c'était chez Pollack, droit de réponse, et en direct. Donc, on avait prévu de me faire entrer, puis comme Pollack y croyait. C'est curieux, hein. Oui, lui qui a toujours été un rationaliste. Et il y croyait. Donc, on m'avait gardé dans un placard, c'est le cas donné, puis on ne me faisait pas rentrer. Moi, je bouillais parce que je voyais Uri Geller qui faisait des choses en truandant comme c'est pas possible. Et donc, je suis quand même rentré en bousculant le mec de la sécurité. Et là, le copain, c'était un copain, le son, heureusement, qui faisait mes émissions aussi. Il a monté le son, on m'a entendu, et j'ai refait tout ce que Uri Geller avait fait, y compris prendre dans les clubs de golf de Ladislas de Hoyo, un club de golf.
et le tordre. Et là, Uri Geller s'est approché de moi, il m'a dit, la différence entre vous et moi, c'est 5 millions de dollars. Je lui ai dit, oui, mais moi, j'ai pas besoin d'un garde du corps et puis des mecs qui m'en veulent et qui me suivent avec un pétard. Ouais. Il est toujours en activité? Ah, mais formidable. Ah oui. Il y a des gens en Amérique du Sud qui ne font rien sans demander son avis à Uri Geller. Et... Alors oui, il a un manoir, un hélicoptère, il vit bien. Il y a toujours des gens qui croient à fond la caisse. C'est incroyable. Alors là, vous devenez extrêmement célèbre, évidemment, assez rapidement. Quelles ont été les réactions de votre entourage quand vous êtes devenu une star? Vous savez, Thierry, quand on a des parents simples et qui vous apprennent à être simples, rien ne change dans la vie. Hein. On est un peu plus emmerdé, vous le savez très bien, à répondre à des gens, bonjour. Et tout dépend des gens qui vous abordent. Mais ça n'a rien changé. Mon entourage m'a toujours aimé de la même manière et ça n'a rien changé. Mais vos parents étaient fiers de vous, quand même? Oui, mon père est mort l'année d'il y a un truc. Donc malheureusement, j'ai pas pu, en termes, disons, de physique, lui faire profiter de quelques avantages qu'on a en gagnant mieux sa vie. Mais maman, oui. Et puis, c'est vrai qu'après, de toute façon, ils étaient très fiers dès que j'ai commencé ma carrière de magicien, alors qu'avant, ils voulaient pas en entendre parler. Voilà. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? Oui, j'ai bien gagné, de quoi m'acheter une petite maison de campagne que j'ai toujours, et puis surtout de faire profiter des amis. Moi, j'ai toujours aimé aller en vacances avec des copains, donc payer pour tout le monde. Ça, c'est Eddie Barclay qui m'a passé ce virus de payer pour tous les gens. Ma mère me disait, mais pourquoi c'est toujours toi qui payes au restaurant? C'est comme ça, voilà. Et sur le plan amoureux, ça vous a autorisé des conquêtes multiples? La période la plus stable, ça a été la tournée du Musical de France, parce que je suis tombé amoureux dès le départ d'une petite danseuse. On est restés ensemble 2 ans, et dès que la tournée a été finie, on ne s'est plus vu. C'est horrible, hein, quand même. Puis après, c'était très compliqué, ma vie amoureuse. Oh là là, je préfère pas vous en parler, parce que mais ça vous plairait, ça vous plairait. Le meilleur moment de toute cette époque, ça a été quoi, Gérard? Oh, le meilleur moment, c'est vraiment l'entourage d'Eddie Barclay à Saint-Tropez l'été, où pendant 2 mois, on déconne complètement en ayant des gens comme Michel Legrand, Henri Salvador, Jean Lefebvre, Darry Cole, des vrais marrants, des gens d'une culture immense et qui aimaient faire la fête, mais la fête pas au sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire pas en allant en boîte, mais entre copains. Et le pire moment de cette époque? C'est classiquement la mort d'un proche, la mort de mon père. Voilà. C'est qu'en même temps, d'un côté, vous aviez le succès, de l'autre côté... The show must go on. On continue à sourire et à être bien sur scène ou à la télé, même si on a eu un problème grave. Alors, à la fin des années 80, votre carrière décline un petit peu. Là, vous partez au Japon, travailler pour Fuji Télé. C'est des émissions qu'on appelle un spécial aux États-Unis. Ils font pareil au Japon. C'est-à-dire qu'on fait une émission entière sur vous pendant 1 heure avec des tas de tours, avec la rencontre de vedettes locales, etc. Et puis, on me reconnaissait dans la rue et c'est formidable. Alors voilà, jusqu'à ce que vous inventiez l'hallucinoscope. En termes savants, c'est un procédé de réalité virtuelle sans électronique. Voilà. En termes simples, c'est un miroir qui est placé sous les yeux, à 30 degrés, par un petit casque qui permet de maintenir cet angle, donne l'illusion que tout ce qui est au plafond est au sol. Voilà. Donc vous voyez cette table, si elle était à l'envers au plafond, vous ne la voyez pas au plafond, mais vous la voyez au sol. Mais vous la traversez. On a l'impression de traverser la matière. Et si c'est assez haut, comme sur la Tour Eiffel actuellement, voyage au cœur de la Tour Eiffel, là, vous avez vraiment l'impression de traverser les poutres métalliques et de marcher en lévitation. Vous avez inventé un pur tour de magie. Oui, une illusion d'optique géante. Oui, ça n'existait pas. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque, de il y a un truc Ah oui, de toute façon. Vous êtes rancunier envers les gens qui ne vous ont pas permis de continuer vos émissions de télévision? Non, parce que moi, c'est un choix aussi. J'ai arrêté, on m'a proposé des choses qui ne m'intéressaient pas. On m'a mis un responsable pédagogique qui me disait ce que je devais faire et les mots que je devais employer. Donc, à un moment donné, bon... Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Gérard? J'apprendrai pas de tour à tant de gens que j'ai aidés et qui n'ont pas de reconnaissance. Mais ça, on a du mal à s'imaginer comme quand vous prêtez de l'argent et que la personne vous le rend. Pourquoi la personne vous fait la gueule après? Et moi, j'ai des gens à qui j'ai tout appris, dont un qu'on voit faire des tours de cartes en télé, qui n'ont aucune reconnaissance. C'est incroyable, ça. Quand vous avez traité quelqu'un comme un petit frère, vous l'apprenez et tout. Bon, ça, c'est... Voilà. Alors, le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voudriez qu'on écrive comme épitaphe sur votre tombe? Bonne question. Enfin, une disparition que j'ai réussi. C'est vachement bien. Vous avez remarqué ce qu'il y avait au bord de la table, là? Non. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Un chewing-gum. C'est un chewing-gum, bravo. C'est pas bravo. Bravo l'équipe. Qui n'ont pas vérifié parce qu'il y a un de vos invités qui n'a pas été très élégant. Mais si maintenant on passe les doigts dessus comme ça et on tire, hop, et alors là, il est enveloppé à nouveau, donc je pourrais m'en servir. Merci beaucoup. C'est vachement bien. Bon, au revoir. Je suis très heureux de
de rallumer la lumière sur vous, Gérard. C'était la première de Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. Amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.